Dr Farouk Sebei, professeur en chirurgie générale, ancien chef de service de chirurgie au CHU La Rabta de Tunis, cofondateur et premier président de la Société tunisienne de chirurgie laparoscopique, président fondateur de l'Association tunisienne de chirurgie hernière, THS, membre élu associé de l'Académie nationale de chirurgie de France depuis janvier 2020. Nous allons traiter de Covid-19, de la chirurgie viscérale, et en guise d'introduction, on peut dire que l'épidémie de Covid-19 est devenue réellement une pandémie, de telle sorte que les gouvernants essayent maintenant progressivement d'aplatir la courbe de Gauss initialement vue, avec une ascension du nombre d'atteints et par voie de conséquence de décès. Et à partir du 12 mars, il a été demandé à tous les établissements de déprogrammer les malades froids, chirurgie froide sans délai, mais sans préjudice pour ces malades. Les interventions chirurgicales non urgentes nécessitant un recours à la réanimation, post-opératoire à la surveillance, devaient être retardées. Et une attention particulière, bien sûr, pour les malades en cancérologie, laissant pratiquement exclusivement la chirurgie d'urgence. On peut dire que pour cette stratégie, les pathologies digestives et pariétales induisent un nombre important d'interventions chirurgicales représentant environ 15% de l'activité chirurgicale, aussi bien dans les structures publiques que privées. La plupart des malades programmés en chirurgie, qu'elles soient dans les hôpitaux universitaires, dans les hôpitaux sanitaires ou dans les cliniques, pratiquement 15 à 18% sont représentés par la chirurgie froide viscérale et la chirurgie pariétale. Hernie, lithiase vésiculaire, pathologie colique, bénigne, pathologie hépatique, kystatique, etc. sont quand même des pathologies qui sont fréquentes. Alors là, donc en cette situation de pandémie, là, les cas urgents doivent être traités sans délai. Cas urgents, appendicite aiguë, cholécystite, occlusion, infarctus mésentérique doivent être traités en sachant qu'il y a une deuxième catégorie de malades qu'on traite dans un délai qui ne dépasse pas un mois, parce qu'il y a ce qu'on appelle des urgences différées. Il y a des pathologies où il n'y a pas de parallélisme anatomo-clinique, telles que les lithiases biliaires, vésiculaires, chez les diabétiques. Donc le terrain d'ébilité particulier, diabète surtout, hypertension ou autre grand tabagique, les obèses, mais pour les diabétiques, ils développent des cholécystites avec très peu de signes cliniques. Donc, c'est trompeur, faussement trompeur, un malade qui a une température 37, qui n'a pas de signes locaux, qui a une échographie qui parle de lithiase vésiculaire, peut avoir, à l'ouverture, une cholécystite gravissime. Donc, des malades à opérer dans un délai rapide, assez rapide, doivent bénéficier de cette chirurgie, même dans ces situations exceptionnelles. Il faudra aussi considérer que le patient est infecté, est potentiellement infecté, et de ce fait, prévenir les infections croisées en matière de chirurgie viscérale d'urgence. Infection croisée, infection en rapport avec la pathologie elle-même, doublée de l'infection due au coronavirus,
qui peut quand même présenter un danger, surtout respiratoire, pour le patient. Il est important également d'informer le patient et de sa famille des raisons médicales qui ont poussé à différer l'intervention, à retarder l'intervention. L'intervention retardée a un intérêt essentiellement pour la collectivité, libérer des lits d'hospitalisation, que ce soit les lits dans le service ou en réanimation, préparer, laisser les lits de réanimation pour les malades éventuellement graves, nécessitant une intubation, une mise sous machine. Un intérêt aussi pour le personnel soignant, puisque ce personnel doit être à l'abri de ces infections qui peuvent être graves. Donc, libérer des lits de réa, épargner le personnel soignant et éviter l'infection respiratoire grave après chirurgie. Autant de facteurs qui motivent le fait de différer cette chirurgie réglée, cette chirurgie élective, viscérale élective, en sachant qu'il faut avoir une expectative armée pour ces malades, c'est-à-dire les revoir régulièrement. On ne les opère pas en urgence, mais on les revoit régulièrement. On refait un examen clinique systématique, un examen biologique, un examen d'énumération formule sanguine, une échographie abdominale régulière pour étudier les viscères, voir s'il y a un problème infectieux quelconque qui impose une chirurgie d'urgence. Dernier point pour cette chirurgie viscérale urgente, le problème, la pathologie appendiculaire. La pathologie appendiculaire, c'est une pathologie qui peut être trompeuse. L'appendicite a un tableau classique de douleur de la fosse iliaque droite, de nausées avec vomissement et d'arrêt du mouvement complet du transit, avec une température qui est aux alentours de 37,5, 37,8 et une hyperleucocytose aux alentours de 10 à 12 000 éléments par millimètre cube. Bien, il peut y avoir des formes trompeuses tant sur le plan topographique, c'est-à-dire des douleurs de l'épigastre, du creux épigastrique, prises pour une crise hyperalgique d'ulcère ou de douleur épigastrique en rapport avec une prise alimentaire ou une prise d'aliments gastrotoxiques quelconques. Il peut y avoir aussi des douleurs atypiques avec pas de fièvre, donc absence de fièvre, absence d'hyperleucocytose, globules blancs à 8000, 7000, 8000, 5000 même, et ça fait errer le diagnostic, ça fait retarder la prise en charge chirurgicale et ça expose à des complications graves, gravissimes, péritonite, voire même des complications encore beaucoup plus graves. On parle de ça parce qu'il y a eu des cas de malades découverts au stade d'abcès et de péritonite appendiculaire, avec des douleurs qui peuvent, bien sûr, en fonction de la topographie de l'appendice, être lombaire postérieure, être pelvienne basse, prise pour une pathologie urinaire, être haute, prise pour une pathologie hépatique. On dit que c'est une alimentation toxique ou autre. En fait, comme disaient nos maîtres, l'appendicite doit être mise à toutes les sauces. Il faut l'évoquer, que ce soit en situation d'urgence ou en situation élective, et donc faire tout le nécessaire pour éliminer le diagnostic d'appendicite, quitte à ce qu'on le garde en observation 24 à 48 heures et au moindre doute, aller l'opérer et c'est le deuxième volet, par la chirurgie laparoscopique, par laparoscopie, qui est une chirurgie mini-invasive qu'il faut préférentiellement appliquer ou faire à ces malades plutôt que la chirurgie ouverte, en sachant qu'elle a également ses limites, ses risques en situation de Covid, et donc on en parlera au chapitre de chirurgie
célioscopique et Covid-19. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, bien sûr, le cas de patient infecté ou suspect d'infection de Covid, qui présente une pathologie chirurgicale urgente, qui doit être opéré, donc un malade, c'est là le problème fondamental, patient Covid-19 plus, et qui est plus ou qui est suspect puisqu'il est dans un environnement Covid-19 et qui doit être opéré en urgence. Dans cette situation, deux paramètres doivent être pris en considération. Le premier paramètre, c'est la protection du personnel soignant et la minimisation de l'impact respiratoire de l'intervention. Donc, il y a les deux volets qu'il faut épargner, qu'il faut prendre en considération, protection du personnel soignant et minimisation de l'impact respiratoire de l'intervention. Une communication large doit être la règle avec l'équipe du bloc opératoire, le département d'anesthésie et d'autres services connexes. L'opération doit être réalisée sous protection stricte. La salle d'intervention sera, si cela est possible, en dépression afin d'éviter la diffusion et la contamination des personnels et des surfaces en dehors de la salle. Donc c'est des règles strictes qui doivent être prises en considération pour éviter l'issue de virus en dehors de la salle ou également l'infection du personnel et du personnel de la salle et du personnel de le bloc. Le choix de la voie d'abord va être également discuté au cas par cas avec l'apport et l'avis du médecin anesthésiste. Alors dans ces circonstances, et on va passer directement à la troisième question, la voie laparoscopique doit être privilégiée si la pathologie causale le permet, bien sûr, et si l'état cardio-respiratoire est stable, puisque la seule contre-indication à la voie laparoscopique, c'est l'insuffisance cardio-respiratoire majeure imposant une chirurgie rapide et contre-indiquant l'insufflation de CO2. Donc, dans ces situations-là, la voie laparoscopique est donc favorisée, appendicite, péritonite, cholécystite. La voie célioscopique, elle est connue par ses avantages nombreux. D'abord, elle préserve l'intégrité de la paroi abdominale. Deuxièmement, elle prévient contre l'oubli qui était l'apanage de plusieurs pathologies chirurgicales d'antan, l'oubli de compresses, de corps étrangers ou autres. Et également, elle est rapide, elle permet également de réaliser une chirurgie plus précise. La laparoscopie est plus précise que la chirurgie ouverte. Elle utilise des instruments longs de 30 cm avec une vidéo avec une caméra et donc elle permet de réaliser cette chirurgie avec beaucoup plus de précision. Bien. Il faut toutefois être très prudent lors de la réalisation de cette cellule. Encore une fois, il existe un risque d'exposition professionnelle et une infection du personnel présent. Le risque, c'est la présence d'agents pathogènes dans le pneumopéritoine, puisque cette célioscopie commence par l'insufflation, c'est-à-dire la réalisation d'un pneumopéritoine. Alors, quand on passe ce pneumopéritoine, il ne faut pas qu'il y ait de fuite de gaz. Il faut utiliser des instruments où il n'y a pas de fuite, des trocages d'instruments où il n'y a pas de fuite autour. Cette présence est favorisée par la dissection. Quand on dissèque et qu'on mobilise les instruments, on peut avoir des petites fuites extra-abdominales qui peuvent présenter un risque pour le personnel. L'aérosol libéré
dans la salle, pendant l'intervention, les fuites, ou en fin d'intervention, l'exsufflation, pouvant contaminer par voie aérienne le personnel présent, mais également contaminer le mobilier et toutes les surfaces de la salle d'intervention. Donc, il est recommandé, si on retient cette voie célioscopique, de vérifier les instruments, premièrement. Premier point, vérifier que les instruments fonctionnent correctement, qu'il n'y a pas de fuite, qu'il n'y a pas de problème de fuite au niveau des caoutchoucs, etc. Tous les éléments, instruments, donc ciseaux et les trocars, parce qu'il peut y avoir des fuites au niveau des caoutchoucs qui permettent d'introduire les instruments, le bon fonctionnement du système d'aspiration, dont l'utilisation doit être systématique. Alors parce que classiquement, si une intervention, une appendicite ou une vésicule cholécystite qui ne nécessite pas d'aspiration, on n'utilise pas l'aspirateur. Là, systématiquement, dans toute chirurgie célioscopique, il faut utiliser l'aspirateur. Il faut aspirer tous les gaz préalablement insufflés, ne pas les laisser dans l'abdomen. Le bon fonctionnement d'aspiration, dont l'utilisation doit être systématique, et ceci avant l'incision par le biais du checklist. Deuxièmement, créer des orifices appropriés pour l'introduction des trocars, sans fuite. Utiliser parfois même des trocars à ballonner, encore une fois pour éviter les fuites, parce que la nuisance réside dans les fuites autour des trocars. Interdiction de créer une fuite en cas de présence de fumée qui gêne l'intervention, parce que classiquement, quand il y a trop de fumée lors de cette dissection qui gêne cette dissection et l'évolution dans la chirurgie célioscopique, bien, classiquement, on ouvre les robinets pour diminuer, pour exsuffler, pour diminuer les gaz et mieux voir. Mais non, il faut éviter cela, il faut aspirer, passer l'aspirateur, aspirer les gaz pour mieux voir et continuer cette dissection. Aspirer la totalité du pneumopéritoine en fin de célio. Et je pense qu'en cas de doute ou du manque d'expérience, bien sûr, il faut passer à la voie classique célioscopique, puisque, comme tout le monde le sait, cette célioscopie doit être pratiquée après une bonne expertise en chirurgie classique. On peut dire que donc cette infection bouleverse la vie, principalement la vie de tout le monde, mais aussi également les malades porteurs de pathologies néoplasiques. Ce nouveau virus se transmet principalement par les gouttelettes respiratoires, par voie orale, mais aussi la transmission peut avoir lieu par contact et par voie orofécale. Donc, 3 voies possibles de transmission. Cette infection a une incubation de 1 à 14 jours. Les patients asymptomatiques en période d'incubation peuvent être contagieux et des tests négatifs ne veulent pas dire qu'il n'y a pas d'infection à corovirus. Le patient cancéreux est un patient fragile, souvent dénutri, avec un système immunitaire compromis. Donc, c'est la cible de ce virus. Et il semble exister également une augmentation du syndrome respiratoire grave chez ces patients. D'autre part, cette période particulière fait qu'il faut préserver quand même les ressources médicales, c'est-à-dire les lits de réa, les respirateurs, pour également, sans compromettre le pronostic des patients. Donc, il y a une équivalence, il y a 2 volets. 1, la pathologie néoplasique et son évolution. 2, les risques qui peuvent être induits
par la chirurgie, principalement les complications respiratoires chez ces malades dénutris qui ont un système immunitaire déprimé. Tous les cas non urgents, les traitements chirurgicaux non chirurgicaux doivent être privilégiés, c'est-à-dire la radio, chimiothérapie, doivent être privilégiés chez ces malades qui ne sont pas urgents. Une fois l'épidémie jugulée, bien sûr, il faut refaire un bilan et les proposer pour la chirurgie. Mais ça, c'est une attitude controversée, parce qu'il y a des pathologies qui ne sont pas très sensibles à ces traitements adjuvants à la chirurgie, d'une part, et d'autre part, il y a aussi des pathologies qui sont potentiellement urgentes et qui posent certains problèmes aux patients. Pour les cas urgents, bien la chirurgie, bien sûr, avec des précautions d'usage pour le personnel, pour le malade, doivent être bien sûr proposées. Pathologie néoplasique colique en occlusion, qui ne répond pas à une réanimation de courte durée, 12 à 24 heures, où il y a une occlusion franche, totale. Bien sûr, à ce moment-là, on n'a pas le choix, il faut opérer ces malades. Bien sûr, l'opération peut être une opération minimale, c'est-à-dire ne pas prolonger l'intervention, faire une stomie de décharge en fonction du siège de la tumeur. Ça, c'est des problèmes techniques qu'il faut discuter au cas par cas. Il faut toutefois anticiper le fait qu'une fois l'épidémie jugulée, le retour à un fonctionnement normal. Et il se fera de façon progressive, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on peut, pour ces pathologies néoplasiques qu'on n'opère pas en urgence, évaluer le terrain, la dénutrition, l'hypoprotidémie, et essayer de les juguler progressivement en accent sur la chimio, plus ou moins radiothérapie, pour les cas non urgents, et en espérant ne pas avoir d'aggravation, parce que, encore une fois, la chirurgie demeure maîtresse, et dans les cas qui se compliquent, ou les cas compliqués, la chirurgie est de mise, avec, encore une fois, des précautions pour le personnel soignant, pour la salle d'opération et pour le malade. Les machines doivent être désinfectées de façon scrupuleuse et minutieuse. Il faut prendre toutes les précautions habituelles d'usage pour toute chirurgie. Alors, dans la prise en charge de ces patients ayant une pathologie néoplasique, patients cancéreux, il y a quand même des points communs qu'il faut retenir et qu'il faut essayer d'appliquer. Le premier point, donc, c'est la lutte contre la dénutrition en favorisant une alimentation équilibrée, en apportant des compléments alimentaires ou par la mise en place d'une alimentation entérale par sonde d'alimentation, du gavage, sonde oro-buccale. Deuxième point, éviter une altération importante du système immunitaire par des traitements agressifs. Troisième point, éviter les hospitalisations, les visites, les séjours à l'hôpital qui favoriseraient la contamination par le virus. Même les visites à des parents malades, pour ces malades porteurs d'une pathologie néoplasique, il faut qu'ils minimisent au maximum les visites à des parents malades, même à des parents chez eux. Il faut que ce soit, tant que leur pathologie néoplasique est là, il faut prendre des précautions draconiennes. Il faut également, quatrièmement, privilégier une séquence thérapeutique qui n'impose pas un timing chirurgical strict qui ne pourra peut-être pas être réalisé. Cinquièmement, il faut favoriser et discuter des prises en charge en comité, en réunion multidisciplinaire avec d'autres collègues, afin de définir
un plan de soins personnalisé, adapté à ces pathologies néoplasiques en fonction du type et du siège de ce cancer. Ces réunions doivent être faites même de façon virtuelle, le RCP virtuel, ou en petit comité, pratique de segmentation d'équipe, afin d'éviter la propagation, encore une fois, du virus parmi les différentes équipes médicales, puisque quand même, les médecins aussi, c'est des êtres humains, ils peuvent être contaminés. Enfin, le 6e point, qui n'est pas des moindres, c'est l'aide psychologique qui doit être proposée aux patients qui doivent faire face à la gestion du cancer et à la gestion de l'épidémie. Donc, que ce soit avant la chirurgie ou même en période périopératoire, cette assistance psychologique doit être de mise. On peut dire qu'après toute intervention chirurgicale, le personnel médical, paramédical et de nettoyage doivent prendre des précautions draconiennes, des mesures de protection draconiennes, en accord avec les recommandations nationales et locales. Et il y a ce qu'on appelle des CLAIN, c'est-à-dire des comités de lutte contre l'infection nosocomiale qu'il faut mettre en chantier, mettre avec, pour quand même aider. Les hygiénistes ont une place importante pour aider à lutter contre cette infection qui est grave. Il en sera de même pour la salle de surveillance post-opératoire. En post-opératoire, le patient sera admis dans un secteur d'hospitalisation adapté à son état respiratoire. C'est un point important. Il semble souhaitable que les secteurs d'hospitalisation soient aménagés en chambres d'hospitalisation individuelles pour la période épidémique afin de limiter les infections croisées avec d'autres patients ou membres de la famille. Donc, chambre individuelle, c'est important pour ces malades porteurs ou suspects, où il y a un Covid de plus, c'est extrêmement important. Il semble important également d'informer le patient et de sa famille que les visites ne sont pas autorisées. Les visites sont interdites. Pas de visite. Cette interdiction ayant pour objectif de protéger le patient, le visiteur, et protéger également le personnel soignant. Même si les temps de soins par patient sont plus longs qu'à l'accoutumée, du fait des précautions encore plus strictes, prises pour éviter les infections croisées, comme on l'a dit, des infections croisées, pathologies infectées, infection par le Covid, ça aggrave l'état et les suites opératoires du malade. Il semble souhaitable de mettre un système de communication dématérialisée, c'est-à-dire téléphone, mail ou autre, avec un membre de la famille, afin que celle-ci soit informée de l'état de santé de leurs proches. Ça, c'est quand même des points importants à développer si jamais cette infection se prolonge sous nos cieux, ce qu'on n'espère pas et ce qui ne semble pas être le cas. En effet, le fait que les proches ne puissent pas parvenir à l'hôpital à l'état de crise sanitaire actuelle sont générateurs de stress et d'inquiétude. Et à ce moment-là, les psychologues doivent également être également pour non seulement les malades que les familles. Il faut ensuite du numéro de téléphone penser à mettre un recueil d'emails, de contacts des familles. Et ça, c'est quand même des points importants. Mais encore une fois, je vous dis que j'espère que sous nos cieux, les choses évoluent favorablement et qu'on n'aura pas recours à ces techniques de suite post-opératoire, secondaire ou tardive, beaucoup plus complexes et plus lourdes. En définitive, ce qu'on peut dire, c'est que cette chirurgie viscérale et oncologique et infection par Covid-19 obéit, dans ces conditions, à des règles strictes. Des règles strictes qui concernent le personnel soignant, l'équipe chirurgicale, l'équipe d'anesthésie et le patient.
Pour la chirurgie viscérale d'urgence, la chirurgie est de mise sans retard. La chirurgie froide est à reporter avec une surveillance quand même draconienne et un contrôle régulier, en sachant que cette chirurgie élective peut devenir urgente à tout moment et qu'il y a des formes de chirurgie, de pathologie élective qui représentent une urgence, parce qu'il y a des pathologies sans parallélisme anatomoclinique. La chirurgie oncologique est à différer en favorisant les autres méthodes, les autres moyens, chimio plus ou moins radiothérapie, amélioration de l'état nutritionnel du malade, psychothérapie première, en sachant qu'enfin que la laparoscopie est à favoriser dans cette situation avec des règles draconiennes pour éviter d'infecter le personnel et l'ambiance chirurgicale.